hier qui ont été faites là, du côté fédéral par la ministre Mélanie Joly, qui a annoncé là, qu'il allait avoir des sommes importantes investies pour essayer de favoriser la visite des entreprises touristiques cet été au Canada et ça pourra aussi se poursuivre. Je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Donc, dans les octrois d'argent qui vont être accordés via Développement économique Canada, pour lequel la ministre Joly est responsable, il va y avoir une enveloppe de 6 millions de dollars qui vont être versés de Destination Canada à l'Alliance de l'industrie touristique. J'ai parlé avec Martin Soucy samedi, le PDG de l'Alliance, pour s'assurer que ce que nous faisions en travail sur les marchés extérieurs les années précédentes avec le collectif ski, qu'on puisse confirmer ces argents-là et qu'on puisse les dédier à une campagne ski pour l'Intra-Québec et même l'Intra-Canada pour l'hiver prochain. Donc, c'est une bonne nouvelle. On va donc pouvoir compter sur une campagne de promotion pour promouvoir le ski au Québec l'hiver prochain, qui va être monté avec l'Alliance de l'industrie touristique. C'est Sébastien Villot, là, qui est le VP Marketing, qui va prendre ça en main. On va aussi collaborer avec les régions touristiques à ce sujet-là. Donc, je trouvais que c'était pertinent dans le sujet marketing de ce matin de vous donner cette annonce-là. L'autre annonce aussi, vous savez que Jean-Michel Ryan, le président de Mont-Sutton, c'est notre président de l'association, mais c'est aussi le président de l'Alliance de l'industrie touristique, le Tourisme Canton de l'Est, la cellule des chefs d'entreprise. Vous avez dû lire des choses sur l'industrie touristique dans laquelle Jean-Michel était mentionné en fin de semaine. Avec les démarches qui ont été faites du côté de l'Alliance et de la cellule des entreprises, il y a des sommes là, qui vont être accordées aussi par le gouvernement fédéral qui va servir à faire l'achat d'équipements pour les mesures sanitaires, donc pour octroyer là, des sommes. Là, au moment où on se parle, la première enveloppe est de 7 millions de dollars, ce qui n'est pas beaucoup quand on considère l'ensemble des entreprises. Mais ce programme-là va aussi être géré par l'Alliance. On en avait parlé, je pense, dans nos rencontres Zoom. Donc, il va y avoir des sous disponibles qu'on va pouvoir faire via un achat regroupé via l'Alliance. Donc, jeudi, pour ceux qui participent à nos appels téléphoniques, on devrait pouvoir vous donner d'autres détails à ce sujet-là. Puis, ce qui va être complété aussi du côté marketing, on attend des nouvelles aujourd'hui du côté du Québec avec la ministre du Tourisme. Elle aussi, elle a préparé un plan de match là, qui est enligné sur la marque Bonjour Québec. Et donc, il va y avoir des efforts pour faire la promotion du tourisme au Québec par le gouvernement du Québec et par l'Alliance également. Donc, malgré le fait que là, on soit encore dans des activités restreintes, on se rappelle qu'on est le 1er juin, qu'il ne fait pas encore très chaud. Merci pour vos bons vœux, tout le monde, que je vois passer. Donc, la haute saison touristique là, commence vraiment à partir de la 3e semaine de juin et les choses se préparent en conséquence. Alors, beaucoup de choses à suivre cette semaine, étant donné que c'est la semaine du tourisme, il y a beaucoup d'annonces gouvernementales, puis on espère que ça va amener là, du soutien pour vos stations de ski, pour vos activités d'été et les activités d'hiver qu'on est en train de préparer. Fait que voilà le petit mot, José, les petites annonces que je voulais te donner ce matin-là pour permettre à tout le monde d'avoir ces nouvelles fraîches là. Bien, merci beaucoup, Yves. Donc, quelques consignes avant de débuter la conférence. Vous pouvez utiliser la bulle de conversation qui se trouve dans le bas de votre écran ou utiliser l'option de lever la main si jamais vous avez une question pour notre conférencière d'aujourd'hui. Donc maintenant, je vous la présente sans plus tarder, notre conférencière Marie Vaillancourt, directrice de contenu numérique chez Made In. Madame Vaillancourt a plus de 20 ans d'expérience en marketing. Elle a notamment participé à la transformation numérique du L Québec et à la mise en place de la stratégie de contenu web lorsque le magazine a été lancé en ligne.
Elle conseille aujourd'hui bon nombre d'organisations sur leur présence en ligne sur les différentes plateformes sociales et de recherche, ainsi que via des campagnes marketing numériques. Donc, à vous, Madame Vaillancourt, et bonne conférence à tous. Merci pour l'introduction, Josée. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être là ce matin, virtuellement. Alors, je vais partager mon écran, je vais passer à travers la présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, voilà. Donc, je vais juste partager mon écran. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de passer à travers la stratégie de contenu, comment maximiser son attractivité auprès des skieurs après la crise. Donc, j'osais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Marie, directrice de contenu chez la Maison Made In. Je suis aussi une skieuse. Donc, je skie toutes les saisons depuis plusieurs années. Maintenant, je skie avec mes enfants près de Montréal. Donc, c'est un domaine que je connais bien, que j'aime beaucoup. J'ai exploré beaucoup de montagnes aussi. Moi, je suis originaire du Saguenay, donc on a des belles montagnes dans notre coin. Les objectifs pour la conférence d'aujourd'hui, c'est de comprendre les enjeux consommateurs et adapter ses communications face aux changements. Bon, on vit beaucoup de changements dernièrement, donc on veut vraiment être capable de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Communiquer en amont pour promouvoir la pratique du ski en toute sécurité lors de la prochaine saison et créer des contenus adaptés à son audience. Donc, je vous propose deux volets. Donc, le premier, c'est le profil consommateur en temps de crise. On va cerner le profil des consommateurs, identifier les enjeux consommateurs actuels et aussi les opportunités. On va comprendre les marques, comment les marques utilisent les réseaux sociaux dans le contexte. Puis, dans une seconde partie, ça va être beaucoup plus axé sur l'adaptation de la stratégie de contenu. Donc, savoir comment créer de la valeur pour son audience, communiquer en temps de crise, puis mettre en œuvre sa stratégie, c'est-à-dire de la création, collaboration et de la curation. Avant de commencer, petit préambule sur la présentation de Maison Made In, notre agence, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, fondée il y a 8 ans. Made In, c'est l'agence pionnière dans le marketing d'influence au Canada. Donc, aujourd'hui, on a une équipe et une expertise qui se définit autour des pôles de marketing de contenu, l'activation de marque, l'amplification média, le marketing d'influence. Donc, on a une équipe qui est basée à Montréal. On a également des bureaux à Paris. Donc, on fait beaucoup de création de contenu, de stratégie et on fait tout nous-mêmes par notre équipe interne. Donc, je commence avec le profil consommateur. C'est sûr qu'avec la crise qu'on vit en ce moment, le comportement des consommateurs change, mais j'ai voulu commencer par faire peut-être un retour sur le consommateur pré-crise, pré-COVID, pour voir un peu son comportement en ligne, puis après ça, pour voir aussi comment la crise a affecté son comportement en ligne. Donc, les Canadiens passent de plus en plus de temps sur le numérique, donc c'est-à-dire sur les écrans. On parle de 4h55 par jour sur les plateformes. Ça, c'est vraiment dans les données de 2019, donc de la période avant la pandémie, ce qui est quand même comme un chiffre élevé. Les consommateurs aussi socialisent, donc ils sont en grande majorité influencés sur les médias sociaux. Donc, ils se tournent vers les médias sociaux dans leur processus d'achat pour être influencés ou pour être inspirés. Donc, 44% des utilisateurs québécois, ils vont procéder à l'achat suite à une communication reçue sur les médias sociaux. Mais on note aussi comme un gros pourcentage qui envoie des messages privés, puis il y a un 21% qui interagissent avec des agents virtuels. Donc, les réseaux sociaux sont vraiment une source d'information pour le consommateur d'aujourd'hui, pour aller trouver l'information, pour aller prendre des décisions, donc pour s'informer. Et le consommateur est sur le mobile. Donc, on parle de 56% qui engagent sur mobile, donc on parle de téléphone intelligent ou de tablette, principalement pour consommer des médias sociaux. Après, il y a les jeux d'entertainment, mais on remarque vraiment ici que les réseaux sociaux se démarquent avec un gros pourcentage. Donc, juste pour faire un petit retour rapide, donc de plus en plus de Canadiens sont sur les plateformes numériques, de plus en plus de temps passé sur mobile et sur les médias sociaux.
Ici, en fait, on voit une augmentation du temps passé sur les médias sociaux, sur le téléphone, pendant la crise. Donc, c'est vraiment une augmentation qui est passée à 30 %. On parle du temps moyen qui est passé à 5h40 par jour, sur une augmentation de 18 %. Ça veut dire que les gens ont plus de temps. Les gens cherchent à communiquer beaucoup plus. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est pendant la crise et aujourd'hui, c'est les données les plus récentes qui datent d'avril sur la consommation en ligne. Donc, on parle de streaming, d'utilisation des médias sociaux, on parle de services de messagerie. Donc, ça vous donne une idée vraiment de l'augmentation. C'est quand même assez important au niveau des médias sociaux pendant le temps de la crise. C'est aussi, en fait, quand on parle de temps de COVID, on parle que le confinement a amplifié le besoin consommateur de connecter, d'engager avec les autres. Donc, étant donné, c'est sûr qu'on commence tranquillement à se déconfiner, mais si on se rappelle, confinés à la maison, les réseaux sociaux sont le lien qui nous unit, dans le fond, avec nos amis, avec notre famille. Ça nous permet de communiquer, ça nous permet de rester en contact avec ces gens-là, d'où l'augmentation au niveau de la consommation de ces médias sociaux-là. L'économie ralentit, fait que la majorité des gens ont plus de temps à passer en ligne aussi, plus de temps sur les plateformes sociales. Je ne sais pas, je serais curieuse. Moi, personnellement, je reçois mon petit résumé hebdomadaire qui me dit vraiment que j'ai augmenté ma consommation. Donc, c'est vrai, on passe plus de temps à la maison, on cherche à se divertir, on cherche à s'inspirer. Donc, on passe beaucoup plus de temps parce qu'on a moins d'activités pour nous divertir, nous inspirer. Donc, on passe plus de temps sur nos téléphones, nos écrans qui nous permettent un peu de nous ouvrir sur le monde. Et confinement oblige, bien, les gens sont portés à se laisser, c'est ça, comme je vous disais, inspirer sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont vraiment plus ouverts à la nouveauté, plus curieux de faire des nouvelles découvertes. Donc, imaginez qu'on n'a plus de restaurants à fréquenter, plus de musées, plus de cinéma. Donc, on est notre approche ou notre intention quand on va sur les médias sociaux, quand on va sur le numérique, les sites Internet, est beaucoup plus ouvert. Donc, on est ouvert, on est curieux, on a envie de découvrir des nouvelles choses. L'impact économique aussi de la pandémie pousse les Canadiens à repenser leur activité en raison des déplacements restreints puis les nouvelles règles de sécurité. Donc, il y a des gens qui pratiquaient des sports qui sont des sports d'équipe qui vont être beaucoup plus limités, qu'on pense peut-être, par exemple, à la course à pied qui va complètement avoir à être repensée, tous les gens qui faisaient des courses en groupe. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent à ce niveau-là. Et les gens se tournent sur les réseaux sociaux pour, entre autres, se divertir, pour apprendre aussi, pour connecter, mais aussi pour s'informer. Quand on parle du consommateur d'aujourd'hui, ils sont vraiment à la recherche d'une expérience authentique. Donc, ils veulent vivre une expérience qui est agréable, qui est significative, de manière personnelle. Ils veulent vivre des moments qui sont vraiment authentiques, qui sont utiles, mais qui peuvent aussi partager. Donc, on le sait, les plateformes comme Instagram nous permettent de partager en temps réel qu'est-ce qu'on vit, de faire un peu partager une partie de notre expérience à nos amis, aux gens qui nous suivent, à des collègues. Les consommateurs veulent aussi vivre une expérience qui est pas accessible à tout le monde. Donc, il y a cette espèce d'exclusivité-là qui est quand même alléchante. Pour 88 %, la priorité, c'est de donner la possibilité de partager ces moments-là avec des amis, la famille ou d'autres personnes. Donc, c'est important pour les consommateurs aujourd'hui d'avoir cette opportunité-là puis d'avoir ce besoin-là quand ils vivent une activité. Donc, quand ils vont à la montagne pour skier, ils veulent avoir envie de partager aussi ce moment-là. Ici, on dresse un petit parcours de l'expérience consommateur. Donc, qu'est-ce que le consommateur a envie de vivre dans son parcours? Donc, il commence par être ouvert. Il veut se laisser inspirer, il veut voir toutes les options qui s'offrent à lui. Après, il est intéressé. Donc, il va passer de la simple curiosité à vraiment la considération active de sa destination. Ensuite, il va faire un choix. Donc, va chercher des recommandations, va bâtir son itinéraire autour de son activité, autour de la station de ski qu'il va fréquenter pour voir quel genre d'activité il peut faire. Donc, qu'est-ce qui se relie à ce choix-là?
va évaluer donc le rapport à ses compétiteurs, donc vérifier est-ce que c'est la meilleure offre pour moi, est-ce que ça va me permettre de vivre une expérience unique que j'ai envie de partager, puis va passer à l'action en faisant un choix, puis en identifiant les offres qui sont pertinentes, puis faire un choix actif, donc choisir une destination, choisir une montagne, et après ça, il va passer au partage. Donc, revivre son expérience en la partageant avec son réseau, souvent avec les réseaux sociaux. Puis, va recommander aussi l'activité. Donc, quelqu'un qui vit une expérience qui est mémorable, qui vit une activité qui est inspirante, va avoir envie de la partager. Donc, une expérience de vélo, de montagne, dans une montagne, si l'expérience a été intéressante, a été authentique, a été exclusive, donc c'est des valeurs, c'est des moments qu'ils vont avoir envie de partager avec leur communauté. Quand on regarde en fait le parcours, le comportement du consommateur en ligne, pré-COVID, le comportement du consommateur post-COVID, puis aussi ce que le consommateur recherche dans une activité, on remarque qu'il y a des opportunités qui est la découvrabilité, les nouveaux types de contenus, d'audience qui est plus active, qui est plus réactive aujourd'hui que jamais. On est à la recherche aussi de connexions humaines, beaucoup plus, parce qu'on était dans un moment où les connexions étaient vraiment restreintes. Donc, on cherche ce besoin de connexion-là. On veut aussi du renforcement du positionnement des valeurs, nos valeurs à nous. Donc, on veut choisir des activités qui sont en lien avec ça. Et il y a une opportunité de nouvelle clientèle qui est là aussi. Donc, on pense, par exemple, à des gens qui ne seront plus en mesure de faire leur sport pour des mesures sanitaires, pour des mesures de sécurité. Donc, c'est potentiellement une nouvelle clientèle pour des stations de ski, pour une nouvelle activité. Donc, c'est potentiellement une nouvelle audience à cibler, à aller chercher. Adaptation de sa stratégie de contenu. Donc, savoir comment créer de la valeur pour son audience, communiquer en temps de crise et mettre en œuvre sa stratégie. D'abord, je serais curieuse de savoir où vous en êtes avec votre stratégie de contenu en ce moment. Est-ce que, en tant que marque, est-ce que vous avez, c'est quoi la position que vous avez adoptée par rapport au changement des comportements, au changement des besoins des consommateurs? Nous, en fait, on a identifié 3 réflexes qui arrivent souvent en temps de crise. Peut-être que vous allez pouvoir vous reconnaître dans l'un ou l'autre. Le premier, c'est le mode marmotte. Donc, c'est un peu mettre en pause au début du confinement. Puis, par la force des choses, disparaître un peu du radar en tant que marque. C'est une approche qui est adoptée parfois pour... parce qu'on ne sait pas exactement comment se positionner, on a du mal à identifier qu'est-ce qu'on pourrait dire. Donc, ça, c'est une approche qu'on a vue, qui a été choisie par certains. La deuxième approche, c'est le mode sauveur. Donc, ne communiquer sur les réseaux que sur les sujets liés directement à la pandémie, son implication sociale, philanthropique. C'est un peu... comment une marque va se positionner à la rescousse. C'est une approche qui se veut peut-être un peu opportuniste, donc saisir cette opportunité-là pour positionner sa marque. Ça ne serait pas nécessairement celle qu'on recommanderait. Il y a le mode proactif et durable qui est vraiment une approche qu'on privilégie. Donc, c'est vraiment repenser le contenu en se questionnant sur la valeur de ce qu'on peut apporter. De façon légitime, crédible pour les consommateurs. Donc, comment on peut miser sur du contenu utile, du contenu qui a de la valeur, qui est en lien aussi avec notre marque, avec notre objectif de marque, puis aussi notre champ d'expertise. Donc, par rapport à ce qu'on fait, nous, en tant qu'entreprise, comment on peut communiquer, qu'est-ce qu'on peut communiquer, puis comment on va le dire. Donc, juste pour résumer sur la portion, le mode proactif et durable est vraiment l'approche à mettre de l'avant, à choisir, à privilégier dans le contexte actuel. Après, comment créer de la valeur pour son audience? En fait, il faut adopter le mode proactif et durable.
En fait, c'est qu'il faut répondre à des besoins actuels de nos consommateurs puis être vraiment une ressource pour eux pour s'informer dans notre domaine de notre champ d'expertise. Donc, qu'est-ce que les gens recherchent à savoir par rapport à notre entreprise? Donc, il faut les informer là-dessus et diffuser du contenu utile qui est pertinent, qui est divertissant, toujours en lien avec notre entreprise de marque. C'est important d'être présent, c'est important d'être agile et s'adapter, c'est important de communiquer et de s'informer. Donc, il faut être présent pour que les gens nous voient, les gens puissent savoir qu'on est là. Il faut être agile, s'adapter, parce que le message qu'on avait à dire avant la crise n'est pas nécessairement le même, parce qu'on a vu les comportements des gens ont changé. Premièrement, tous les comportements en ligne ont changé, mais après, le besoin d'information aussi est différent. Donc, les gens cherchent de l'information qui n'était pas nécessairement la même. Donc, vont chercher à, par exemple, comprendre quelles sont les mesures sanitaires qui ont été mises en place au niveau de vos services de toilettes. Est-ce qu'il y a eu des règles particulières qui ont été mises en place? Donc, le besoin d'information se transforme et change. Et c'est un besoin de communiquer, de les informer. Donc, c'est important de rester connecté avec votre audience, de ne pas les oublier, de leur dire que vous êtes là. Pour assurer une présence maximale, miser sur les influenceurs, sur la recherche, sur les consommateurs. Donc, on dit vraiment, on ne le dira jamais assez, c'est important d'être présent. Donc, il faut identifier pour vous les micro-moments des skieurs qui correspondent à votre entreprise, puis être présent à chaque étape de leur parcours. Donc, être présent en ce moment, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Par exemple, pour une station de ski, c'est de se demander, bon, les gens planifient la prochaine saison. Souvent, les gens qui prennent des abonnements saisonniers sont en renouvellement. Donc, c'est certain qu'il y a un désir d'avoir de l'information du consommateur par rapport à de quoi sera fait la prochaine saison. C'est sûr qu'à cette étape-ci, dépendamment de l'information que vous avez, vous pouvez choisir de communiquer au niveau de la transparence. Même si vous avez peu d'informations, c'est intéressant d'être présent auprès d'eux pour leur dire que vous êtes là, que vous les écoutez. Ensuite, être utile. Donc, identifier comment votre entreprise peut être pertinente pour répondre aux besoins de votre clientèle. Donc, de l'information. Puis offrir aussi l'inspiration qu'ils recherchent, les réponses qu'ils ont besoin. Comment on engage et on connecte actuellement? On est innovateur dans la façon d'engager avec la communauté. Puis, on va passer à travers toutes sortes d'exemples pour vous montrer comment on peut faire. Prioriser les home influencers, donc le contenu qui est généré par les utilisateurs. Ici, on parle de... Bon, c'est sûr que la distanciation physique fait en sorte qu'il y a peut-être des contraintes au niveau de la création de contenu, au niveau du type de contenu qu'on peut créer qui est à notre portée. Donc, travailler avec des influenceurs, que ce soit des employés, que ce soit des collaborateurs, ça permet d'avoir du contenu de façon plus facile et simple au niveau de la production. Donc, c'est sûr que c'est des enjeux au niveau de la production de contenu. Livrer des messages qui sont simples, qui traitent de la COVID-19 et des responsabilités sociales, puis utiliser un ton et des messages humains. Donc, c'est sûr que on pourrait prendre plusieurs marques et évaluer. C'est sûr que le ton a changé. On le voit dans plusieurs sphères des médias sociaux, mais aussi à la télé, à la radio. Donc, les Québécois ont tous vécu la même chose, une certaine incertitude. Donc, le ton de la façon de s'adresser aux gens change aussi. On est beaucoup plus dans, justement, le message humain, l'empathie. On est un peu tous... on est tous dans cette situation-là. Donc, il faut être compréhensif. Puis, un message de proximité. Ici, on voit un peu c'est quoi les étapes de la communication en temps de crise. Donc, comment on réagit face à la crise? C'est important d'écouter, de mesurer. Qu'est-ce qui se dit à propos de votre entreprise? Qu'est-ce qui se dit à propos de votre industrie? Qu'est-ce que les gens disent? Donc, c'est important d'aller voir sur les plateformes des médias sociaux, est-ce que les gens posent des questions? Est-ce que, quand on utilise les hashtags, est-ce qu'il y a une discussion qui est en cours? Essayez de comprendre un peu qu'est-ce que les gens se posent comme question, puis c'est quoi le positionnement? Parce qu'après, on veut un peu analyser, planifier comment on va réagir à ces questions-là. Parce que c'est certain qu'en tant qu'entreprise, on peut avoir un message à diffuser, mais c'est important d'aller voir qu'est-ce que les consommateurs, eux, ont envie d'entendre et recherchent comme information. Donc, une fois qu'on a écouté, qu'on a mesuré,
qu'on a analysé puis qu'on a planifié, c'est le moment de réagir avec des contenus puis de gérer. Puis, une fois qu'on a en fait, la crise est en train de passer, bien là, il y a l'étape de la reconstruction dans laquelle on se trouve, donc ce qui est un peu l'après-crise, de quoi sera fait l'après-crise, pardon. Donc, se reconstruire, pas nécessairement comme on le faisait avant, mais de façon différente. Il y a 3 valeurs en termes de contenu que les audiences, que les cibles recherchent. On parle d'inspiration, donc qui est du contenu beaucoup plus émotionnel, des histoires passionnantes. Il y a du contenu qui est plus au niveau de informatif et utile, donc le contenu éducatif. Puis il y a le contenu de divertissement. Donc c'est quelque chose qui est plus surprenant, spectaculaire. Donc les gens cherchent vraiment à se divertir. Donc on parle ici de 3 valeurs de contenu sur lesquelles on peut vraiment asseoir notre base de contenu pour communiquer avec notre audience. Mais n'oubliez jamais que votre première mission, la mission première de votre entreprise, votre territoire de marque, comment vous communiquez de manière générale. Parce que c'est important de communiquer, mais il faut que vous soyez cohérent avec vos axes de communication. Donc, on est dans une situation sans précédent, jamais vue, mais ça reste que vous restez près de vos objectifs. En tant que station de ski, vous devez communiquer ce à quoi les gens s'attendent que vous communiquiez et non vous éloigner de votre cible. Au-delà de la communication informative, il faut aussi organiser votre contenu autour de vos axes de communication et penser à votre cible. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? C'est quoi leurs intérêts? C'est quoi leurs enjeux? Quelles questions se posent-ils? Comment on peut, puis comment après ça on peut répondre à eux en amont? Quand on parle de... J'ai bâti en fait un petit exemple. J'ai vraiment pris des exemples de stations de ski au hasard au niveau des axes de communication. Donc, par exemple, ici, on a un axe qui est plus familial versus touristique. Et puis, à gauche, on a qui est une montagne plus tout-terrain, puis après, on a une montagne plus classique et accessible. Donc, dépendamment de... Bon, ça pourrait être des axes différents, mais ici, j'ai fait cet exemple-là. Donc, dépendamment où se situe votre montagne, encore une fois, c'était vraiment un exemple. Donc, si j'ai positionné certaines montagnes à certains endroits, c'était vraiment pour vous donner une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Donc, une montagne peut-être qui est plus familiale et classique, bien, à ce moment-là, on sait que ce sont nos axes principaux de communication. Donc, notre axe familial est quand même assez important. Donc, il faut garder un message autour de la famille. C'est un peu à ces gens-là qu'on s'adresse. Donc, comprendre c'est quoi leurs enjeux. Puis garder aussi au niveau de nous, qu'est-ce qu'on offre? C'est quoi notre offre aussi en tant que station? Après, quand on regarde au niveau de ce que représente ma marque, puis qu'est-ce qui intéresse mon public en ce moment? Bien, votre contenu va se situer au milieu. Donc, vraiment garder ça en tête, on ne le dira jamais assez. Gardez en tête vos objectifs de marque, mais regardez en tête et surtout ce que les gens veulent entendre à propos de votre marque, puis vous trouvez en fait le milieu, le juste milieu et l'équilibre de cette façon-là pour bâtir du contenu qui va être vraiment pertinent pour votre audience et qui va être bien reçu. Quand on parle de contenu, donc je vous ai parlé des 3 valeurs de contenu. Donc, si je commence avec le contenu inspiré, ici, en fait, j'ai voulu vous montrer des exemples. C'est sûr que j'ai cherché des exemples dans quelques stations de ski. J'en ai pas trouvé. Je vous montre en fait une diversité d'exemples. Ici, en fait, on a le Germain. Le Germain, ben, les hôtels ont été un peu mis en pause dans les derniers mois. Leur façon à eux de rester présents, c'est qu'ils ont créé en fait une série qui met en vedette les créateurs d'ici. Donc, vous savez que l'achat local, c'était une grosse tendance dans les dernières semaines. Donc, étant donné que les entreprises étaient en crise, on s'est vraiment tourné vers l'achat local, la promotion de l'achat local. Donc, le Germain, ce qu'il a fait, c'est leur modèle est basé sur... Bon, ils ont collaboré avec différents créateurs d'ici pour créer des produits uniques à leur hôtel. Donc, si vous avez déjà visité un hôtel Le Germain, il y a du savon qui a été créé par Ruby Brown, qui est une créatrice québécoise. Il y a aussi un gin québécois qui a été fait exclusivement
pour l'hôtel. Puis, le design aussi de la bouteille a été fait par un créateur canadien. Donc, leur façon à eux, ça n'a pas été de se dénaturer, mais au-delà de ça, ça a été de mettre de l'avant une de leurs initiatives qu'ils ont depuis le début, la mettre de l'avant et de l'expliquer, en fait. Donc, c'est vraiment du contenu inspirant parce que ça permet de présenter leur initiative d'entreprise, mais en participant aussi à un mouvement qui était plus collectif au niveau de l'achat local. Puis, ça permet aussi de présenter un autre aspect de la chaîne d'hôtels qui s'implique, qui supporte la créativité locale, mais qui est aussi une belle initiative en soi. Donc, ça donne envie, par ces choix-là, de peut-être faire le choix éventuellement d'aller vers le Germain. Donc, c'est leur façon à eux de rester présents auprès de leur audience, mais de rester toujours cohérents, parce que c'est toujours en lien avec leur offre de service. Ici, un autre exemple de CEPAC. Donc, CEPAC, quand je vous parlais tout à l'heure des home influencers, donc eux ont misé vraiment plus sur cette approche-là. Donc, eux, ils travaillent avec des collaborateurs. Ici, on voit Jeanne Mapp qui collabore avec la CEPAC. Donc, ils ont profité, en fait, de la saison plus tranquille pour présenter leurs collaborateurs et leur univers. Donc, ils ont présenté plusieurs collaborateurs en les présentant dans la première photo. Puis, c'était sous forme de carrousel. Donc, les images qui suivaient étaient des images d'inspiration qui ont été prises par cet influenceur-là, ce collaborateur-là. Donc, ce que ça leur a permis, c'est de créer du contenu de façon beaucoup plus simple parce que les moyens limités, c'était du contenu qui existait déjà. Et ça a aussi permis de faire connaître leur offre à leur audience. Ça a aussi permis de faire voyager, on ne se le cachera pas. Maintenant, on parle du contenu éducatif. Ici, c'est l'exemple du magasin canadien Aritzia. Donc, en termes d'éducation, il y a eu, en fait, à la réouverture, bon, c'est sûr que c'est une marque canadienne, donc il y a certains magasins qui ont réouvert un peu plus tôt. Donc, ils ont présenté les gens de chacune des succursales qui allaient ouvrir. Donc, les équipes, ici, on voit que c'est l'équipe de Winnipeg. Donc, tout le monde porte un masque, tout le monde se tient à 2 mètres. Et puis, dans la série, après, on expliquait de façon graphique les mesures qui ont été prises en place, en fait, pour respecter les mesures sanitaires. Donc, c'est une façon humaine, mais aussi très informative qui met à la fois de l'avant les employés, les équipes qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans emploi, qui met l'aspect humain de l'avant, mais qui permet aussi de faire une information claire à propos des mesures qui ont été mises en place. Et puis, ils ont enregistré le tout dans un highlight dans Instagram qui s'appelle Welcome Home. Toujours en contenu éducatif, ici, c'est un exemple de métro. Donc, on voit toutes les... Ça a été partagé aussi sur Instagram. Donc, il y a un petit icône COVID-19 avec toutes les informations, les changements d'ouverture. Donc, qu'est-ce que les gens ont besoin d'avoir comme information? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme mesure? Donc, ils ont augmenté le salaire des employés. Ils ont remis de l'argent à des organismes. Donc, l'ajout des mesures d'hygiène. Donc, ça communique des directives claires. Puis, en fait, ce contenu-là, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment efficace. Ça permet d'atteindre l'objectif de communication, mais ça aurait peut-être pu être plus créatif auprès de la communauté. Par exemple, on aurait pu utiliser la boîte de questions pour demander aux gens c'est quoi la mesure qu'ils apprécient le plus qui a été mise en place ou si les gens savaient, par exemple, que les employés avaient été augmentés de salaire. Donc, le rendre beaucoup plus participatif. Donc, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Hein? C'est une conversation bidirectionnelle. Donc, ça permet à la fois de livrer du contenu, mais aussi de savoir qu'est-ce que les gens en pensent. Et plus que jamais, c'est bien d'écouter, d'être à l'écoute de ce que les gens pensent par rapport aux mesures qu'on met en place. Au niveau du divertissement, ça, c'est un exemple qui vient de Courchevel, en Europe. Donc, c'est un exemple vraiment très divertissant. En fait, ils ont créé des petits questionnaires et puis des infolettres. Puis on fait la promotion de leur infolette, mais en fait, le jeu se passait de 2 façons. Donc, d'abord, sur leur plateforme Instagram,
un contenu interactif qui pose des questions par rapport à la montagne. Donc, est-ce que vous reconnaissez le nom de cette montagne? Reconnaissez-vous la montagne ou le nom de ce chalet, le nom de cette remontée? Et une fois qu'on avait fini le questionnaire, ça nous permettait d'aller nous abonner à l'infolettre. Donc, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est qu'ils ont utilisé vraiment les codes de la plateforme qu'ils utilisaient, donc qui est le questionnaire. Ils ont aussi utilisé les stickers qui restaient chez vous, donc qui sont des petits stickers qui ont été créés sur Instagram en fait, il y en a plusieurs qui ont été créés, donc c'est utilisé en fait pour faire partie d'un mouvement Restez chez vous. Donc, c'est super interactif. C'est divertissant, c'est instructif. Ça permet aux gens aussi ça permet d'être présent pour les gens qui ne peuvent pas skier, mais qui peuvent peut-être en apprendre un peu plus sur la montagne avec laquelle ils fréquentent. Et puis, ça permet aussi peut-être de voir des coins qu'ils n'ont jamais visités. Ça, c'est un exemple. Dans un autre exemple aussi, il y avait un autre questionnaire, il y avait un retour dans le temps. Donc, ça, de quoi avait l'air la montagne, puis si les gens reconnaissaient les endroits de la montagne. Donc, c'était vraiment intéressant. Ici, un autre exemple de contenu divertissant qui vraiment met de l'avant la créativité des gens, c'est le Getty Museum Challenge par le musée Getty. Donc, ce qu'ils ont fait comme challenge, c'est ils ont demandé aux gens de recréer des œuvres célèbres. Donc, les gens ne peuvent pas visiter les musées, recréer les œuvres célèbres chez vous en utilisant le hashtag Getty Museum Challenge. Donc, on voit ici quelques exécutions de l'œuvre originale et de la réplique. Donc, ça permet de donner l'accès à l'art. C'est vraiment intéressant, ça divertit les gens. Bon, ici, en fait, je vous ai mis des outils de chaque plateforme. Il y en a beaucoup sur Instagram, il y en a aussi sur Facebook. Donc, ici, on avait, par exemple, le Stay Home. On a tous les stickers ici qui permettent de supporter les petites entreprises, le Stay Home. Donc, il y a vraiment plein d'outils qui sont là. Il y a aussi les questions-réponses, les sondages. Même chose sur Facebook, on a l'outil sondage, ça permet de poser des questions, ça permet aussi de faire A ou B. Donc, il y a plusieurs outils qui sont à la disposition pour faire interagir les gens. Donc, n'oubliez pas ces outils-là. Ça aide pour la découverte, mais ça aide aussi pour l'engagement avec la communauté. On l'a vu, en fait, un peu plus tôt, les audiences sont plus actives et plus réactives. Donc, on parle de beaucoup plus d'activités sur les médias sociaux durant les jours de semaine puis les heures habituelles de travail. Donc, c'est important pour votre entreprise de vérifier s'il y a eu des changements au niveau de vos médias sociaux, comment vous ajuster. Ici, c'est vraiment un exemple. Puis, il faut vraiment regarder selon votre entreprise à vous. Mais on remarque ici que, par exemple, à gauche, c'est Facebook. Donc, on voit que en temps de COVID, il y a beaucoup plus d'activités. Les points chauds, c'est le matin, alors qu'en période normale, pré-COVID, c'était beaucoup plus en début d'après-midi, seulement une fois par semaine. On a la même donnée du côté d'Instagram. Donc, c'est bien de regarder parce que les comportements ont changé. Donc, ce qui était valide au début mars n'est plus nécessairement valide le 1er juin 2020. On parle aussi beaucoup de formats vidéo qui ont vraiment un impact. Donc, les vidéos qui reçoivent jusqu'à 49% plus d'interactions que les images. Il y a vraiment une forte croissance du contenu vidéo depuis les dernières années. Et les gens la regardent plus, ils préfèrent une vidéo live également. Donc, il y a toute cette opportunité-là de faire des vidéos live, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Donc, on a vraiment vu une augmentation à ce niveau-là. Les utilisateurs aussi commentent 10 fois plus les vidéos en direct que les vidéos classiques. Et la durée du visionnement est 3 fois plus supérieure. Donc, c'est vraiment plus interactif de faire des vidéos en ligne parce qu'il y a cet aspect d'accessibilité puis de direct qui est intéressante. Et ça permet aussi de favoriser les échanges avec votre audience. On remarque, en fait, ici, c'est des données des États-Unis. 70% plus d'utilisation de la fonction vidéo en direct depuis le début de la pandémie.
Ici, j'ai noté un petit exemple du Petit Bateau. Donc, c'est une marque française qui ont utilisé la vidéo pour interagir. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un guide pour occuper leurs enfants. Bon, c'est sûr que leur cible, c'est la famille. Donc, ils ont voulu occuper les enfants avec des activités. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils indiquaient sur leur compte Instagram les activités. Puis, les activités se déroulaient après ça en format live. Donc, ici, on y va avec des exemples. Partagez de l'information positive et informative avec vos abonnés. Donc, c'est important de partager des messages de sécurité provenant de sources fiables ou encourager les gens à respecter les mesures de confinement. J'ai mis un exemple ici sur lequel je suis tombée en fin de semaine. Donc, on parle de Frank Oak qui a fait des séries de petites vidéos qui explique en fait pourquoi en fait ils vont repasser les vêtements à la vapeur. Donc, à quoi ça sert exactement? Donc, les gens se posaient la question. Donc, eux, ils ont décidé de répondre à ces questions-là dans un Q&A. Ça informe les gens. D'un autre côté, après, on a un exemple qui met de l'avant, en fait, c'est une compagnie de pain. Puis ici, on met de l'avant un peu c'est une utilisatrice, en fait. Donc, peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est important d'avoir 6 ans. Donc, c'est vraiment un exemple super informatif, super comme de collaboration avec la communauté. Le deuxième truc, c'est que partagez vos histoires et votre façon de vivre la situation actuelle. Donc, les coulisses, qu'est-ce qui se passe réellement chez vous? Puis aussi, partager des façons avec votre communauté, comment vous la supportez, tout ça. Ici, j'ai mis un exemple qui est de Anthropologie. Donc, Anthropologie, qui est un magasin de vêtements, mais aussi de décoration. Donc, ils ont fait une série sur Instagram, IGTV, qui s'appelle Afternoon with Anthro. Donc, ils mettent de l'avant à la fois que ce soit le côté mode, mais le côté aussi peut-être plus décoration, DIY de l'entreprise. Donc, il y a des petites capsules d'environ 3 minutes. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça met de l'avant les employés qui sont dans leur environnement chez eux, dans leur maison. Mais ça met aussi en valeur la marque. Donc, c'est du contenu divertissant, mais qui permet aussi de mettre un peu l'accent sur les coulisses de la marque. Démarrer une conversation avec votre audience aussi. Donc, il y a des outils qu'on a vu tantôt, les stickers, les autocollants de décompte, mais aussi le sondage. Donc, ici, j'ai mis un exemple qui vient de Studio Yoga Wanderlust, qui ont fait un sondage. Donc, ils voulaient savoir qu'est-ce qui manquait le plus à leurs abonnés ou aux gens qui fréquentent le studio depuis le confinement. Donc, ils ont posé toutes sortes de questions et puis ils les ont mis en commentaire. Donc, qu'est-ce qui manquait? Donc, ce que ça fait, c'est que ça met de l'avant la communauté, ça permet aussi de se reconnaître en tant qu'utilisateur. Puis, ça fait qu'on sent vraiment qu'on fait partie d'une communauté. Répondez aux questions de votre audience. On a parlé encore, on ne le dira jamais assez, d'utiliser les outils de la plateforme. Donc, ici, c'est vraiment donc Frank Oak qui a posé la question. Est-ce que vous avez des questions ou des inquiétudes? Donc là, les gens posaient leurs questions, puis eux répondaient. Donc, en utilisant tout simplement les outils de la plateforme, c'est une façon de sonder, en fait, qu'est-ce qui se passe avec nos consommateurs. Et on a ici engagé avec votre audience, donc créer des quiz ou votre communauté, utiliser les fonctions sondage, mais ici aussi, on a l'Académie Cookit qui a utilisé le petit compte à rebours qui faisait des animations sur Facebook de cuisine en direct. Donc, c'est une belle façon d'utiliser les outils de la plateforme, de faire la promotion interplateforme aussi. Donc, c'est une promotion qui était faite sur Instagram, mais qui ramenait les gens sur Facebook. En résumé, il faut se rappeler que sa mission première d'entreprise pour assurer que la communication est pertinente et pérenne. Donc, c'est important que notre plan d'action soit durable dans le temps. Ce qu'on veut, c'est que les gens aient confiance en notre marque, que les gens aient envie de revenir, puis que ce soit quelque chose qui soit durable.
Donc, on veut vraiment que ça dure parce que c'est important d'être présent maintenant, mais c'est important d'être présent aussi dans 6 mois, même quand ça va bien aller ou quand ça va moins bien aller. C'est primordial d'être présent auprès des consommateurs, écouter, comprendre les consommateurs, communiquer, informer, inspirer et divertir. Mais aussi, il faut être agile puis s'adapter aux changements que nous vivons. T'as terminé, Marie? Oui, ben oui, OK. en fait, oui, s'il y a des gens qui ont des questions, On pourrait partir, parfait, on pourrait partir la période de questions. Est-ce qu'il y en a? C'est impossible qu'il n'y ait pas de questions. Si vous avez des questions par rapport aux exemples, par rapport à des exemples plus précis aussi, n'hésitez pas, c'est le moment. Ben moi, j'en aurais une. Je vais Oui. me lancer. Comment, dans le fond, faire en sorte que la transmission des informations pour les mesures sanitaires soit amusante ou soit... parce que c'est de l'information qui est quand même c'est pas de l'information le fun à partager, mais c'est une information qu'on va devoir diffuser. Puis, quelles seraient les meilleures façons, dans le fond, les meilleures pratiques pour diffuser ce genre d'informations-là? Ben moi, l'exemple qu'on avait montré, on a identifié 2 exemples, puis vraiment en ratissant, les exemples sont très similaires. C'est de l'information qui est très directe. On utilise beaucoup les icônes pour le faire, ce qui est bien parce que le contenu joue son rôle. Faut s'assurer, en fait, qu'il y a plusieurs façons de le communiquer. Il faut s'assurer, en fait, que, de un, notre contenu est disponible sur nos plateformes. Donc, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, qu'en tout temps, les gens puissent retrouver cette information-là facilement sur notre site web, que ce soit sur une infolettre, même chose. Puis que, de toutes les façons, il y a une cohérence aussi dans la façon dont on le communique. Après, on a parlé, en fait, des mesures. Il y a moyen de le faire de façon peut-être plus, je dirais, pas stricte, mais par exemple, justement, plus simple, mais après d'interagir aussi avec notre communauté. Parce que c'est important de poser les questions à notre audience sur ce qu'ils veulent savoir, puis de le rendre interactif, que ce soit par exemple en outil de questions-réponses, ça pourrait être en vox pop. C'est sûr qu'il faut garder en tête la distanciation physique, mais il y a moyen de le faire de façon plus animée pour que le message passe bien. Ça pourrait être des petites vidéos aussi qui présentent, qui démontrent en fait qu'est-ce qui a été mis en place. Il y a toutes sortes de questions qui vont se poser, donc je pense que c'est important de le communiquer. Puis, pas nécessairement de le communiquer juste une fois, mais de le communiquer plusieurs fois de différentes façons. Parfait, est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui. Il y a une question de Christophe qui demande, dans le contexte actuel, quelle importance... oups, j'ai perdu... Attendez, il y a d'autres questions. C'est bon. Dans le contexte actuel, quelle importance doit-on accorder à la communication avec la clientèle en utilisant des médias traditionnels web versus communiquer directement par les réseaux sociaux? En fait, je veux juste être sûre que je comprends bien la question. Donc, c'est quoi Bien, la différence à communiquer, par exemple, avec des journaux traditionnels ou des sites Internet versus les médias sociaux, Facebook, Instagram? Bien, les gens sont beaucoup plus actifs sur les médias sociaux, donc il faut voir votre audience à vous, elle se trouve où? Est-ce que votre audience est de manière générale active sur les réseaux sociaux? Il faut vraiment être à l'écoute de votre audience. Si votre groupe cible, par exemple, c'est les 18-30 ans, c'est sûr qu'il faut aller les rejoindre sur les médias sociaux. Il faut vraiment regarder de quoi est composé votre groupe cible, puis de s'assurer d'être sur les plateformes qu'elles utilisent. C'est sûr que les journaux sont toujours... C'est pertinent d'avoir de l'information sur les médias traditionnels, mais ça n'a pas le même impact. Les réseaux sociaux aujourd'hui permettent de faire du ciblage, permettent d'avoir des messages qui sont vraiment appropriés, permettent de communiquer souvent aussi de façon plus créative.
Parfait, merci. Une autre question, des stratégies de réponse pour les clients négatifs, les clients qui sont inquiets. Il faut être compréhensif, je dirais. C'est sûr que comme on a beaucoup parlé du ton, le ton change aujourd'hui parce qu'on est un peu dans la même situation. Je pense il va falloir, dépendamment du type de question, il faut les rassurer avec les réponses que vous avez. C'est sûr que vous ne pouvez pas les rassurer avec des choses que vous ne savez pas, mais la transparence au niveau de la communication, c'est vraiment la clé dans cette situation-là. S'il y a des clients qui sont inquiets au niveau des mesures de sécurité, au niveau des mesures sanitaires mises en place, je pense qu'il faut vraiment les informer avec qu'est-ce que vous avez mis en place pour répondre à ces inquiétudes-là. Mais il faut aussi les considérer comme étant des inquiétudes de votre clientèle. C'est peut-être une minorité, mais c'est quand même un impact sur votre clientèle. Donc, il faut être à l'écoute de ces inquiétudes-là. Parfait. J'imagine à la question. Ouais. Il y a aussi une question par rapport au prochain contrat qu'on va faire avec des influenceurs. Est-ce que le contexte actuel change l'approche ou les résultats demandés? Non, en fait, c'est sûr qu'il y a je dirais, au niveau des influenceurs, la popularité est toujours la même. C'est un message qui est authentique, qui passe vraiment bien. Ça vous permet aussi de créer plus de contenu. Tu sais, ça simplifie le processus de production de contenu. Puis, il ne faut pas oublier qu'une des raisons pour laquelle on travaille avec des influenceurs, c'est que le message, c'est ça, comme je disais, est plus authentique, plus naturel. Donc, ça passe aussi directement à votre audience. Donc, il n'y a pas... nous, en fait, on continue de faire du travail avec des influenceurs, des campagnes. On ne voit pas de changement à ce niveau-là. Et je dirais même, comme au contraire, comme les gens sont de plus en plus sur les médias sociaux, de plus en plus influencés, puis là, je vais revenir à ce que je disais au départ sur le fait que la clientèle est plus ouverte en ce moment à la découverte parce qu'on est moins sollicité, parce qu'on est confiné, parce qu'on est limité dans les sorties qu'on peut faire. Donc, justement, au niveau de l'inspiration avec les influenceurs, c'est vraiment une approche qui est valable en ce moment. Parfait. Une autre question, est-ce bien perçu de faire de la pub payante en ce moment? En fait, oui, ça dépend toujours du message. C'est sûr que faire de la pub sur des messages de sécurité, c'est plus difficile. Je pense qu'il faut vraiment voir c'est quoi les objectifs. Au niveau du contenu, de la communication, il y a des messages qui doivent être communiqués et non en fonction payante. Je pense qu'à ce niveau-là, ça dépend vraiment des messages que vous voulez communiquer. C'est sûr qu'on voit encore de la publicité, il y a encore des publicités payantes. C'est sûr qu'il faut se poser la question sur le message qu'on diffuse, est-ce que ça a sa place? Il y a certainement des publicités qui n'ont pas leur place. Puis il faut être d'autant plus vigilant en ce moment parce que on ne peut pas se tromper par rapport au message qu'on diffuse. Donc, si vous avez le souhait de faire de la publicité payante, c'est bien, mais gardez en tête votre message, votre ton, puis les canaux que vous allez utiliser. Parfait. Il y a une question qui est très pertinente, puis que j'aurais dû poser même. Il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Hein? Il y a beaucoup d'inconnus face à la prochaine saison 2020-2021. Par rapport à probablement ou peut-être une nouvelle vague de pandémie. Donc, avec les informations aussi qui sont incertaines pour la rentrée scolaire. Mais quel est le risque de ne rien communiquer du tout jusqu'à ces éléments-là soient clarifiés et attendre le moment vraiment parfait là, pour communiquer sans nécessairement créer de fausses craintes, là, de fausses... En fait, je pense que c'est important d'être présent parce qu'on en a beaucoup parlé j'en ai beaucoup parlé dans la conférence. Je pense que c'est important d'être présent puis de communiquer l'information que vous avez. Donc, encore une fois, utilisez la transparence pour communiquer où vous en êtes dans votre cheminement parce qu'en ce moment, je fais du ski avec mes enfants, puis je viens de renouveler mon abonnement pour l'année prochaine, ne sachant pas nécessairement quelles étaient les possibilités, mais comme je le fais à chaque année, je pense qu'il faut se demander, ils en sont où notre audience par rapport à leur processus de décision?
puis comment on peut les aider justement à prendre ces décisions-là. Parce que c'est certain que si il y a beaucoup d'incertitudes, par contre, c'est quoi votre plan à vous? Est-ce que vous allez toujours de l'avant? Est-ce que les abonnements sont toujours disponibles? Est-ce que vous y allez au niveau de la communication, puis vous faites une communication régulière par rapport à où vous en êtes au niveau de l'information que vous avez? Mais je pense que c'est important de regarder, encore une fois, pas nécessairement juste par rapport à vous, mais garder en tête que vous avez votre communauté à garder, à conserver, à rester engagé. Si vous êtes sous silence pendant trop longtemps, ces gens-là vont vous oublier, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre votre place. Donc, c'est important de communiquer, pas communiquer nécessairement des fausses informations, pas communiquer juste pour dire allô, mais vraiment plus pour dire, bon, voici où on en est, faire le point de façon plus transparente. Puis par rapport aux questions, puis peut-être aussi justement ouvrir une période de questions à savoir qu'est-ce que les gens veulent savoir. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir répondre ou non, mais au moins vous aurez le ton juste. Est-ce que, Maxime, ça répond à ta question? Parce qu'il mentionnait le silence radio, peut-il être une stratégie en attendant l'automne? Mais je pense que c'est pas une solution. Non, en fait, je pense qu'il faut vraiment... La stratégie à adopter, c'est vraiment en mode proactif et durable. Donc, qu'est-ce qu'on fait en mode agile? Comment on se réoriente? Qu'est-ce qu'on dit puis comment on va le faire? Parce que justement, partir en mode marmotte, les chances sont que vous n'étiez pas présent. Tu sais, comme on en parle souvent, mais les médias sociaux, c'est une relation qu'on bâtit à long terme. Donc, on bâtit avec une communauté. Fait que c'est important de les écouter puis d'être là. Puis c'est d'autant plus une raison pour eux d'adhérer à votre station de ski, d'être un client fidèle parce que peu importe les situations, vous avez été présent. Donc, c'est important de garder en tête que vous êtes en train de bâtir une relation puis que rester sous silence pendant 3 mois, 4 mois, parce que vous n'aviez pas de nouvelles. Je pense que c'est bien de donner un peu d'informations, puis de doser aussi au niveau de la présence. Parfait. Je vais profiter du fait que tu as mentionné que tu as acheté tes passes de saison pour connaître, est-ce que tu t'es posé des inquiétudes par rapport à ton achat ou ça a été « Ah non, moi j'achète à chaque année puis je vais acheter mon abonnement. » C'est sûr que je me suis posé des questions, mais en même temps, c'est sûr que tout le monde aborde ça d'une façon différente. Moi, je me suis dit, je suis consciente qu'on est un peu toutes dans la même situation, donc on évalue un peu au jour le jour. Dans l'industrie dans laquelle nous on est, c'est vraiment au jour le jour. Fait que j'avais pas trop d'inquiétude par rapport à ça parce que je sais bien qu'on va être informé des situations en temps et lieu. Puis justement, comme je vous disais, des petits exemples comme je pense que les questions que les gens peuvent se poser, c'est par rapport aux mesures sanitaires, les toilettes, les endroits, le chalet, comment ça va se passer, est-ce que les horaires vont changer au niveau des horaires de ski parce qu'on sait par exemple que quand on a des enfants, puis c'est l'heure de dîner, bien, le chalet se remplit. Donc, des petits détails comme ça, mais je pense qu'il faut poser des questions à savoir par rapport à certaines personnes. Pour moi, ça a été ça. Peut-être que quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Okay. Mais je pense que c'est vraiment de voir chacun réagit différemment, puis en même temps, on le voit un peu par rapport à ce qu'on voit sur différentes plateformes sociales. Les gens abordent des comportements complètement différent parce que c'est sûr que c'est une situation qui n'est jamais vue. Fait que c'est important, je pense, de communiquer et de poser ces questions-là. Parfait. Puis il y a une question d'un participant qui demande à quelle station? Je vais au Mont-Gabriel. Parfait. Est-ce que, Gabrielle, je ne sais pas si tu vois d'autres questions sur... Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Donc, on semble avoir fait le tour là, des questions pour ce matin. Donc, merci beaucoup, Marie. Ça a été des informations pertinentes. Je pense que tout le monde va pouvoir prendre ce qui dans le fond, représente là, leurs besoins en ce moment. Puis à tous, je vous invite la semaine prochaine. Notre 3e rendez-vous virtuel sera sur la thématique des ressources humaines. Donc, ce sera pour la gestion d'équipe au secours de la technologie.
Donc, comment utiliser les meilleures pratiques pour bien communiquer dans un contexte où on est presque tous en télétravail. Donc, ce sera Éric Provencher qui sera notre conférencier lundi prochain. Donc, c'est un rendez-vous. On vous attend la semaine prochaine. Sinon, ben, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Au revoir. Merci. Merci tout le monde. Merci.